Cette toute jeune fille découvre l'environnement militaire à travers la lecture d'une bande dessinée. Elle pourrait aussi bien le faire en regardant un film, une série ou en utilisant les nouveaux outils numériques. Les armées ont toujours été proches des arts populaires, quelle que soit leur forme et leur message. Le Journal de la Défense vous emmène dans l'histoire et les coulisses des relations entre armées et créateurs. Dans les locaux d'un géant de la bande dessinée, les éditions d'Argo, Patrice Buendia, scénariste, intervient sur les BD de Tanguy et la Verdure. Gilles Laplagne est dessinateur. On lui doit la série Unité Félin. Les deux auteurs viennent de signer pour Dargaud, en partenariat avec le ministère des Armées, le premier volet d'une nouvelle série d'aventures militaires qui a germé dans la tête de ce troisième homme, Alexandre Paringot. En 2019, j'ai réalisé un reportage pour Paris Match, où j'ai suivi l'armée française sur l'opération Barkhane. J'étais embarqué donc pendant 15 jours à bord d'un pick-up avec 4 membres d'équipage. Et à côté de moi, pendant toute la mission, j'avais un infirmier qui s'appelait Paco. Donc on a sympathisé, il m'a expliqué un petit peu son métier. Et à la fin de la mission, l'expérience était tellement belle que je leur avais dit il y a de quoi faire un livre et une bande dessinée. Sur le coup, ils ne m'ont pas cru. Parce que voilà, des paroles de journalistes. Et du coup, il s'est trouvé que j'ai proposé l'idée à Dargaud. À travers le parcours du capitaine Virginie, médecin de guerre aborde un sujet inédit dans la bande dessinée, celui du service de santé des armées. Pour sa première mission en opération extérieure, l'officier de médecine est affecté au groupement des commandos parachutistes sur la base de Gao, au Mali. La série, ultra réaliste, observe de l'intérieur le fonctionnement de l'armée française. Le ministère des Armées a d'ailleurs servi de conseiller technique durant la conception de la BD, en veillant à son authenticité. Une partie non négligeable de notre lectorat attend une retranscription précise et juste de cette expérience-là. Que ce soit l'expérience militaire, donc là, en l'occurrence, au milieu du GCP à Gao, ou bien sur une base aéronautique et dans le pilotage des avions. Donc là, on ne peut pas se permettre d'être trop approximatif ou d'être trop léger, parce qu'on est sûr que là, une partie du lectorat nous tomberait dessus. Et le risque, dans ce cas-là, c'est de perdre vraiment un lectorat. Ce qui est le plus important, c'est la documentation. Parce que nous, en tant que non-militaires, on ne peut pas se rendre sur place, donc on est obligé d'être en contact avec des gens là-bas pour qu'ils nous fournissent un maximum de documentation sur les process, les armes, les uniformes, là où ils vivent, comment ils vivent, etc. Moi, je me rappelle très bien de ces scènes où je cherchais la documentation pour les jumelles à vision nocturne. On avait les jumelles et le casque dissociés, mais on ne les avait pas accrochés sur le casque. Et on a reçu la documentation quasiment à la fin de l'album. Donc là, il y avait des trous de partout. Mais on a réussi quand même à avoir la documentation au dernier moment. Là où il y a un vrai avantage, c'est de travailler avec des gens qui sont sur le terrain, des consultants, qui là apportent énormément à notre travail. Je soumets toujours mon scénario à mon découpage à Paco, qui est un infirmier du GCP, et qui apporte énormément. C'est-à-dire que bien évidemment que l'album ne serait pas du tout le même s'il n'était pas intervenu. Mon rôle dans la BD, au début, c'était de relire les scripts pour revoir la partie santé surtout, la partie prise en charge des blessés de guerre. Est-ce que c'était assez réaliste? Est-ce que les gestes étaient bons? Est-ce que la manière de prendre en charge les blessés était la bonne? Et puis petit à petit, j'en suis venu à travailler même sur les vignettes, à donner mon avis un petit peu sur d'autres aspects de la BD. Et donc on échangeait par mail très régulièrement. Une coopération fructueuse quand l'essentiel est préservé, le réalisme de l'œuvre. La BD militaire peut être populaire si elle n'est pas militariste. C'est-à-dire que si on ne tombe pas dans une propagande grossière qui ne montrerait que des choses formidables, que des parcours faciles, etc. Si on montre la chose militaire dans sa difficulté, je pense que c'est plus susceptible de toucher le lecteur. Gilles Simon, ancien directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême, et actuel directeur adjoint de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, connaît parfaitement l'histoire des relations entre la BD et les armées.
La bande dessinée a toujours été très proche du fait militaire, de l'armée. Pas toujours d'ailleurs de façon positive, ça peut être pour se moquer, comme le cinéma d'ailleurs. Mais ça remonte à très loin, puisque au XIXe siècle, Christophe, l'auteur de La famille Fenouillard, était également l'auteur du Sapeur Camembert. Un peu plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, aussi bien Bécassine que les Pieds-Nickelés se sont engagés dans le conflit. On les a vus au front. Et ils ont contribué à soutenir le moral de la population et à faire adhérer la population à ce qui se passait au front. Ça a continué ensuite, évidemment, avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Plus récemment, on a connu deux grands phénomènes, la bande dessinée de reportage et la bande dessinée autobiographique. Je pense par exemple au souvenir d'Alan Cope, le soldat américain qui a fait le débarquement et qui ensuite est resté en France, qui a confié tous ses souvenirs à Emmanuel Guibert, qui en a fait une bande dessinée extraordinaire qui s'appelle La guerre d'Alan, ou pour le même dessinateur, le photographe, qui sont les souvenirs d'un photographe reporter de guerre en Afghanistan. Le ministère des Armées a créé en 2021 le prix des Galons de la BD, qui vise à récompenser des ouvrages de bande dessinée consacrés aux faits militaires, quel que soit leur angle et leur traitement. Nous avons au ministère des Armées la chance d'avoir une mine d'or. Ce sont des images, des témoignages et des vidéos de l'engagement de nos armées à travers les âges. L'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui produit et archive des images photographiques et filmées depuis plus d'un siècle, va devenir pour la première fois une résidence artistique pour des auteurs de BD. Le passé vit aussi quand il est visité par la création, par la vie intellectuelle et artistique contemporaine. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ces archives, nos archives, à des créateurs. Nous avons lancé un appel à projet pour qu'un auteur de bande dessinée vienne travailler sur soit nos archives, soit d'ailleurs le cadre dans lequel elles sont conservées, c'est-à-dire le Fort d'Ivry, qui est un lieu assez magique, soit être au contact de nos opérateurs, les soldats de l'image, qui font les images aujourd'hui, qui partent en mission en OPEX, au Mali ou ailleurs, et qu'ils rendent compte peut-être de cette activité-là. Bien d'autres genres artistiques devraient à terme bénéficier de cette résidence. Ça pourrait être le cas de l'animation, largement exploitée par le passé dans des univers souvent très oniriques. Entre le cinéma et la bande dessinée, il y a l'animation, le cinéma d'animation, puisque dans les années 70 et surtout les années 80, il s'est développé aussi une activité vraiment de films d'animation qui allait chercher des grands réalisateurs déjà reconnus, comme Rouxel, le créateur des Shadocks, ou Lalou, le réalisateur primé à Cannes avec La planète sauvage, pour faire des petits films d'animation d'instruction. Une entreprise, c'est comme un être vivant. Elle ne peut remplir efficacement ses fonctions que si elle est en bonne santé. Certains de ces films d'animation sont présentés au Festival de courts-métrages de Pantin, qui propose cette année une sélection cinéma des armées. Parmi les nombreuses pépites du passé, on retrouve une dizaine de films de tous horizons, utilisant les codes cinématographiques de leur époque. La période qui était retenue pour la présentation de la sélection au festival, elle est quand même assez large. On part de 1915 jusqu'aux années 90 à peu près. Une période en fait qui va être très riche artistiquement parlant. On a beaucoup de films qui vont être produits et qui va se caractériser notamment par la présence de jeunes réalisateurs et cinéastes qui vont faire leurs premières armes au cours de leur service militaire. Donc typiquement Philippe de Broca, on a des films avec Jean-Claude Brialy avant qu'il soit connu. On a également des jeunes premiers, Florent Pagny, Daniel Auteuil, qui se retrouvent devant la caméra pour tourner des spots. La grande partie s'adressait essentiellement aux appelés et au personnel militaire, mais pas uniquement. Il y a aussi une partie des films qui concernait la population civile, qui s'adressait à la population civile, d'où le fait qu'on ait des artistes comme Johnny Hallyday, Florent Pagny, qui prêtaient leur nom et leur visage en fait à ces productions. En garde! On est moins dans des films qui racontent la guerre ou qui filment la guerre, mais des films qui vont documenter la vie de l'armée, que ce soit à des fins pédagogiques, instructives, mais aussi pour accompagner la sortie de l'armée, la réinsertion professionnelle, répondre à des questions, à des enjeux de société. CIDJ, CNTE, Annuaire Info, Stage FPA, Chambre de commerce, ICNASEA.
Pour nous, avoir cette sélection présentée ici à Côté-Court, déjà c'est une belle reconnaissance de ces travaux et c'est surtout l'opportunité de faire connaître ces archives à un public qui les connaît peu et puis continuer à valoriser ce patrimoine. En avril 2019, Notre-Dame de Paris était victime d'un terrible incendie. Marqué par ces images d'horreur, le réalisateur Jean-Jacques Hano s'est emparé du sujet pour son nouveau long-métrage. L'occasion pour ce grand metteur en scène de rendre hommage aux soldats du feu. Ce qui est passionnant à raconter, c'est que tout le monde croit connaître tout sur cet incendie. En fait, personne n'a été avec les pompiers. Moi, je suis avec les pompiers pour la défense de ce monument le plus visité du monde, quasiment. Et parce que Notre-Dame est une star internationale, et je raconte un moment où elle va mourir. Elle est en difficulté, les secours ont du mal à arriver. Donc, si vous voulez, il y a un potentiel d'émotion et de drame qui est exceptionnel. En plus, avec des gens d'une rare qualité, qui sont les pompiers, qui sont des gens qu'on connaît mal, qui finalement décident de risquer leur vie pour sauver un symbole. Donc, si vous voulez, c'est un sujet dramatique, parfois rocambolesque et complètement cinématographique. Le feu, c'est un acteur diabolique et spectaculaire. La plupart des scènes ont été faites à feu réel. Et donc pour nous, pompiers, évidemment, ça nous parle, et en particulier pour les pompiers qui étaient sur l'intervention, de revoir les décors à l'échelle 1 avec des vraies flammes, avec cette vraie sensation de chaleur, c'est évidemment très impressionnant. Restez là, tu vas être dans le champ, Adrien. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, elle est impliquée, je ne dirais pas sur ce tournage, mais sur ce projet depuis le début, puisque dès l'ébauche du projet, dès l'idée, on a été associés et les équipes de Jean-Jacques Hano ont d'abord pris le temps de recevoir individuellement en entretien un grand nombre d'intervenants de l'incendie de Notre-Dame pour pouvoir écrire leur scénario et faire un scénario qui soit le plus crédible possible. On est intervenu dans énormément de domaines. Évidemment, le conseil technique, le conseil pour les acteurs, pour les dialogues, parce qu'évidemment, il fallait trouver un équilibre entre ce que dit un pompier, ce que peut comprendre un spectateur qui n'est pas du milieu. Donc tout ça s'est fait en étroite collaboration avec les équipes de Monsieur Hano. Et puis évidemment, on a mis à disposition des costumes, on a mis à disposition des engins. À la marge, on a aussi mis à disposition un petit peu de personnel. Et donc, on a été complètement impliqués à ce projet. C'est un film qui va être très tendu, très mouvementé, mais il y a une happy end. C'est que la cathédrale est debout et il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, tous les trésors ont été sauvés. Donc, si vous voulez, c'est une histoire particulièrement émouvante. Afin d'inciter les créateurs à s'intéresser aux sujets liés à la défense, le ministère des Armées s'est doté depuis quelques années d'un service qui leur est entièrement consacré. Le ministère des Armées, qui est quand même le second acteur culturel de l'État, on ne le sait pas assez, est très fortement impliqué dans toutes les industries culturelles et créatives. On se rend compte depuis la suppression du service militaire que les Français ne connaissent pas l'armée. Ils peuvent avoir une idée, positive ou négative, peu importe, mais qui de toute façon n'est plus la bonne. Les derniers qui ont fait leur service militaire, ça date de fin des années 90, donc l'armée s'est depuis professionnalisée et a beaucoup changé. Et en fait, c'est un désir d'ouverture. L'armée grande muette, non. C'était peut-être le cas il y a très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La mission cinéma et industrie créative est en fait la porte d'entrée pour tous les créateurs, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, les game designers, les dessinateurs qui ont envie de parler de sujets de défense ou d'enjeux militaires. Et nous les mettons en contact avec les experts et les spécialistes du sujet pour donner de la crédibilité à la matière et de la crédibilité à leur récit. En 2015, la série Le Bureau des légendes fait une entrée fracassante dans le paysage audiovisuel français. Pas de visuel. Entendu. Loin des extravagances de 007 ou des comédies d'OSS 117, la série traite des services secrets avec le plus grand sérieux. Et là encore, aussi surprenant que cela puisse paraître, les auteurs ont pu rentrer en contact avec les services secrets de la DGSE. Le sujet, je crois, fascine tout le monde. Lorsqu'Éric Rochant m'a pitché l'idée initialement, il avait envie de pouvoir raconter dans son style, qui est très réaliste,
ce que vivent des agents qui travaillent au sein d'un service, au sein du service de la direction du renseignement, et au sein de ce service, au service des clandestins. Quel est le principe d'alerte? Si on la perd plus de 3 minutes, on estime que c'est un enlèvement, on intervient. 2 minutes. Ok. Eric et les auteurs établissent un protocole qui est plausible, pas plausible. Et si on est amené à poser des questions à des gens de la DGSE, ils répondent par plausible ou pas plausible. Parce que de toute façon, ils ne vont pas nous dire plus, ils nous disent vraiment rien. Mais par contre, il est important pour nous de savoir si on est dans les clous. L'intérêt, sans doute, pour la DGSE, c'est de pouvoir parler sans pouvoir parler. C'est un peu le paradoxe de ce service. Ils doivent recruter des gens formidables et en même temps, ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plan SNCF? Et me sortez pas que c'est pour une preuve de vie. Un officier de Daesh a peut-être essayé d'entrer en contact avec nous. On ouvre un canal de communication avec lui. Son nom de code, Cochise. On était invités à venir dans un endroit où étaient réunis les directeurs et les 300 agents tirés au sort pour regarder les 2 premiers épisodes de la saison. À la fin du 2e épisode, donc le générique est en train d'arriver, il y a 300 personnes debout en train d'applaudir, les lumières s'allument et on est un peu pris de court. Les gens de la DGSE nous disent merci parce que ils ont enfin quelque chose à montrer à leur famille, à leurs amis ou à des gens qui sont intéressés, qui est réaliste. Et donc voilà, c'est pour nous, ça a été, en tout cas pour moi, ça a été un moment incroyable et ça c'est une fierté. Si les batailles ou les grands enjeux stratégiques retiennent régulièrement l'attention des scénaristes, c'est parfois le fantasme généré par une technologie de pointe qui devient le personnage central de la fiction. Le sous-marin est en fait presque un héros du 7e art. Alors, on peut penser donc au film Das Boot de Wolfgang Petersen, où on partage vraiment, moi j'ai un souvenir très très immersif de cette vie à bord, de cette tension. Et puis plus près de nous, le film d'Antonin Baudry, Le Chant du Loup. Et je pense que c'est un film qui a quand même considérablement marqué le public. Et c'est pour ça que ça nous semblait important d'en parler dans le cadre de cette exposition, parce que ça permet aussi, je pense, d'attirer le jeune public vers les questions importantes qui sont pourquoi est-ce qu'un pays comme la France a une armée? Qu'est-ce que c'est que la défense? Pourquoi est-ce qu'on a des sous-marins nucléaires? Qu'est-ce que c'est que la dissuasion? C'est quand même un concept qui est compliqué à expliquer. Et tout ça procède aussi de la transmission, l'enseignement de défense. Donc nous, c'était des valeurs qui nous semblaient importantes à aborder dans le cadre de l'exposition. Et du coup, la fiction, je trouve, fait vraiment ce pont. C'est quoi, la guerre acoustique? C'est dangereux? Il est là. Nous restons avec les sous-mariniers de la base de Toulon, mais cette fois, c'est pour la réalisation d'une vidéo avec un youtubeur à succès, le Major Gérald, de la Légion étrangère qui s'est approprié les codes de la création numérique. Pas d'incrimination, tu t'es pas rappelé. On vient faire une vidéo sur la préparation physique des sous-mariniers. Donc il y a une équipe de sous-mariniers qui va bientôt embarquer pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ils ont une préparation physique qui est assez spécifique par rapport à leur emploi. Parce que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc ils vont être dans un espace confiné. Ils ne pourront pas s'entretenir correctement physiquement. Donc ils ont besoin d'être bien préparés au préalable. Même si aujourd'hui ces vidéos sont parfois visionnées plus de 2 millions de fois, le Major Gérald ne s'est pas laissé convaincre facilement par la Légion étrangère. Quand ils m'ont proposé leur idée, moi j'étais assez sceptique. Parce que moi je ne suis pas vraiment branché réseaux sociaux, mais je regardais un petit peu YouTube. Et je leur ai dit, les gars, sur YouTube, des vidéos de sport, il y en a à profusion. On va être totalement noyé dans la masse, difficile de sortir du lot. Ils m'ont bien parlé, ils m'ont touché, ils m'ont dit, Major, vous avez un ancien passé d'athlète, vous êtes un sportif accompli, vous avez une personnalité, faites-nous confiance, on va monter quelque chose, ça va marcher. Donc on a eu du succès, on a remboîté le pas sur d'autres vidéos. Je me trouve actuellement dans un endroit totalement inédit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis à l'intérieur d'un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Ruby.
Ici, on adopte les codes des youtubeurs. Les moyens sont légers et le succès est au rendez-vous. Sur les montages, on ne fait pas du Hollywood. Vous voyez, c'est toujours un petit peu artisanal quelque part, mais c'est aussi ça ce qui fait le charme de YouTube. C'est-à-dire que si vous avez un sujet intéressant, même si vous n'êtes pas très fort en technique, vous pouvez avoir une notoriété. Donc ça, c'est un caractère très intéressant pour nous, pour la Légion étrangère. On est une des plus grandes chaînes YouTube du ministère des Armées parce qu'on a réussi à conserver notre discours officiel et en se proposant sur quelque chose d'autre d'un petit peu décalé, le Major Gérald, qui a été l'élément qu'on cherchait pour avoir un nouvel angle de communication. On est un petit peu sur cette difficulté entre une communication institutionnelle et utiliser aujourd'hui les nouveaux codes pour être audible. Ça marche bien parce qu'aujourd'hui, 50% des candidats qui se présentent dans notre chaîne de recrutement disent avoir pris connaissance de ce qu'était la Légion étrangère à travers la chaîne YouTube en particulier. Et puis finalement, après cherchant, ils sont tombés sur nos sites officiels, le site internet légionétrangère.com, mais également nous suivent sur notre réseau Twitter, sur le Facebook et sur Instagram aujourd'hui qui est en train de monter en puissance puisqu'on joue beaucoup sur l'image parce que comme nous recrutons essentiellement des étrangers, eh bien, on a la difficulté de la traduction. Et finalement, l'avantage de l'image comme de la vidéo, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin d'être traduite. It's the first premium wheeled vehicle in the world of tanks. The Panhard EBR-75 FL10. Outre les réseaux sociaux, c'est aussi vers le jeu vidéo que se tourne la Légion pour susciter des vocations. À l'occasion du 100e anniversaire de son premier régiment de cavalerie, elle s'est associée à l'éditeur du jeu World of Tanks pour proposer des chars utilisés à travers son histoire et collecter ainsi des fonds pour ses blessés. On a remarqué que ça marchait très bien, parce que les jeunes sont intéressés pour découvrir aussi de passer en fait de la fiction à la réalité. Et nous, légionnaires aussi, on a adoré, parce que finalement c'est aussi un peu notre premier public, parce que ce sont aussi des fans de jeux vidéo. Nos légionnaires sont jeunes, 26 ans en moyenne, et donc ils adorent aussi les jeux vidéo. Et donc finalement, ça les aura beaucoup plu de faire un partenariat avec le jeu vidéo. Pour eux, c'était un peu de se mettre au grand jour et de montrer un peu leur métier comme ça à travers d'autres fans de tanks. Le numérique et en particulier la réalité augmentée ou la réalité virtuelle sont aussi des outils adoptés par les différents services de médiation culturelle des armées. Avec des appels à projets réguliers et des soutiens financiers, les dispositifs permettent de moderniser les scénographies des musées et d'attirer ainsi de nouveaux publics. C'est le cas du musée de Bullecourt dans le Pas-de-Calais, qui a bénéficié d'une subvention de la Direction du patrimoine, de la mémoire et des archives. C'est un musée qui relate les batailles de Bullecourt, donc des batailles qui sont déroulées au printemps 1917. Ce sont donc les troupes britanniques et australiennes qui ont tenté de faire une percée sur la ligne Hindenburg, tenue évidemment par les Allemands. L'accumulation de ces objets qui ont émergé du champ de bataille est voulue pour montrer effectivement la masse d'objets qu'on retrouve qui ont constitué effectivement le quotidien de ces soldats, donc la munition, l'armement, l'artillerie et aussi leurs objets personnels. Donc ce musée présente des objets traditionnels, comme dans n'importe quel musée, mais ici, on a souhaité mettre en place une vidéo, Bullecourt 360, qui est un dispositif de réalité virtuelle qui permet de s'immerger sur le champ de bataille. L'objectif de ce dispositif est avant tout pédagogique, ce qui permet à un public qui n'aura pas forcément eu le temps de lire l'ensemble des textes, de s'immerger en 6 minutes, de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et il est également attractif pour les jeunes publics et pour les publics qui ne peuvent pas se déplacer in situ sur le champ de bataille. Le dispositif permet en plusieurs étapes de découvrir l'avant-bataille, le moment de la bataille, où se situe effectivement le conflit, les échanges. Les tranchées sont visualisées, mais également aussi les barbelés, donc le réseau qui se trouve juste avant les tranchées allemandes. 4h45 pour l'attaque du 11 avril et 3h45. C'est un dispositif qui est super immersif. Quand on sort d'une vitrine où on a des objets qui sont exposés de manière un peu plus conventionnelle, ça tranche vraiment avec le reste du musée et c'est vraiment une nouvelle manière d'appréhender l'histoire et puis les batailles. Voir sous cet angle des champs ou des lieux qu'on connaît aujourd'hui et de se les représenter tels que c'était à l'époque, avec des lignes de barbelés, avec des tanks un peu partout, ça permet de s'imaginer vraiment autrement comment sont déroulées les choses à l'époque. Ce dispositif n'est pas un jeu vidéo. L'objectif est avant tout pédagogique. Il permet en 6 minutes de découvrir le champ de bataille. Donc pas d'effusion de sang, pas d'explosion à outrance. C'est un dispositif pour tous les publics. Comme une partition musicale bien maîtrisée,
les armées ont appris à jouer avec les codes artistiques de leur époque. De manière critique ou de manière immersive, l'art populaire observe également en permanence le fait militaire. Une chance pour le public, mais aussi pour un ministère qui pourra continuer à l'avenir à compter sur cette vitrine pour mieux se faire connaître.